est 7h. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Ici Jean-Numa Goudou. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube. Merci de nous écouter et de partager également cette émission qui vous est apportée par Intexto, encore une fois, sur les ondes du 102.3 FM, Radio Centre-Ville, ici, à Montréal. Qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité sur le plan local, Jean-Étienne? On parlera de la visite demain, pas des moindres, de Jovenel Moïse. Oui, le président de la République haïtien sera ici, à Montréal, demain. Oui, il y a l'ambassadeur haïtien à Ottawa, Franz Lyoto, qui nous l'a confirmé. Vous aurez à entendre ça, un petit peu la programmation. Comment est-ce que ça va se passer à la Perle retrouvée demain soir? À quelle heure le président sera là? Est-ce qu'il répondra à vos questions? On va voir. On verra tout ça. Et puis, on parlera... L'arrondissement de Montréal-Nord a organisé samedi dernier une cérémonie en l'honneur de 20 enfants dans le cadre d'un programme qui s'appelle « Un enfant, un arbre ». Okay. L'activité s'est déroulée en présence de la mairesse de l'arrondissement, Christine Black, et d'autres personnalités de la communauté. Okay. Qu'est-ce qui fait c'est quoi ce programme? C'est quoi l'objectif? Comment ça s'organise? Vous aurez des détails, mesdames et messieurs. Ouais. Et comment est-ce que votre enfant peut participer Justement, aussi? comment vous pouvez inscrire votre enfant pour y participer? Vous aurez des détails là-dessus un peu plus tard dans cette édition. Et puis, on a une nouvelle chronique à cette émission, à part François-Jean Denis. C'est une chronique sur les assurances qui sera présentée par Myrta Laïza Merlini, qui est une spécialiste en matière d'assurance. C'est tous les jeudis et les vendredis. C'est sa première chronique aujourd'hui. Et en Haïti, on parlera de OEA. Oui, ça revient. Et ça garde l'actualité haïtienne. Depuis hier, on a commenté un peu cette réalité, mais les réactions pleuvent. Oui, les réactions pleuvent au niveau du Palais national. Il y a le conseiller spécial en politique de M. Moïse, Richard Doré, qui dit que ça n'a rien à voir avec la question de TPS. Vous savez, les 58 000 Haïtiens aux États-Unis qui sont menacés de déportation. Et puis, réaction parlementaire, plusieurs réactions. Il y en a qui disent que c'est un vote de lâche, des proches du pouvoir, des parlementaires proches du pouvoir qui disent ça. Il y en a qui disent que c'est un vote intelligent. Il y en a d'autres qui disent que c'est stratégique. En tout cas, c'est un vote d'abstention que Haïti a fait au sein de l'OEA. Restez avec nous. L'OEA, disons. Ouais. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous revient tout de suite après pour le développement de ces informations et de bien d'autres. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Qui bon marché, ouais pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais pour faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et 10 minutes pour amis. Marché, ouais pour qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. Les besoins bon force, manger au bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514-493-9745. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville.
Voilà, on est en plein là-dedans, le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles en direct sur Radio Centre-Ville, en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp 438-395-1256. Nous serons également sur YouTube. Alors, Jovenel Moïse sera dans nos murs. Qu'est-ce qu'il vient faire, Jean-Numa? Eh bien, il vient en marge. Il ne vient pas participer au sommet du G7 parce que le G7, ce sont les grands de ce monde. Hein? Haïti est tout petit, là. Hein? Ouais. Alors, il a été invité, étant donné que ça se passe ici, au Canada, à la Malbaie, hein, au Québec, à l'intérieur du Canada, le premier ministre Justin Trudeau a invité Jovenel Moïse, le président haïtien, en marge du sommet. Donc, Jovenel Moïse sera à la Malbaie samedi, toute la journée, en marge du sommet, en profitera pour avoir des rencontres, des discussions avec d'autres grands de ce monde pour Haïti, négocier des accords bilatéraux, éventuellement. Hein. De toute façon, il a été invité, c'est pas pour rien, c'est pas pour ses beaux yeux quand même. Hein. Mais juste avant, il arrive demain, mais juste avant d'aller à la Malbaie, au Québec, là où va se dérouler le sommet, il passera faire un petit tour, à la Perle Retrouvée, pour rencontrer la communauté haïtienne. On va écouter l'ambassadeur d'Haïti à Ottawa, Franz Lyoto, à ce sujet. Invité par le Premier ministre Justin Trudeau en marge du G7, où il doit se rendre à la Malbaie toute la journée du samedi 9. Et il profite pour faire une rencontre avec la communauté en arrivant vendredi soir à Montréal. Et cette rencontre, effectivement, va se faire à la Perle Retrouvée. Le président pense y être vers 20h du soir. OK. Donc, toute la population, la communauté haïtienne est invitée à venir rencontrer le chef de l'État et poser des questions éventuellement, c'est ça? Vous avez une question en deux parties. On invite évidemment tous les Haïtiens vivant à Montréal à venir rencontrer le chef de l'État qui fait l'effort de venir les voir. La deuxième partie a posé des questions. Ce n'est pas l'objet. Le président revient d'un long voyage. Il débarque à Montréal. Il veut venir prendre le pouls de sa population. Il y a un petit protocole très, très court d'accueil et de présentation du président. Et le président aura des échanges informels avec l'assistance pendant qu'il est là. Voilà. Des échanges informels. On va voir ce que ça va donner, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est un diplomate qui parle. Hein. Ah ouais. On lui a demandé est-ce qu'on pourra poser des questions, mais il parle qu'il y aurait des échanges informels entre... Il y aura des questions là-dedans aussi. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire un tour là-bas et c'est je comprends bien le langage du diplomate, qui est M. Lyoto. Voilà. Et puis, on laisse Saint-Michel un peu parce que la Perle Retrouvée, c'est à Saint-Michel, là. Hein? Ouais. On s'en vient à Montréal-Nord. On le disait, une quarantaine de personnes ont pris part à cet événement. C'est une activité qui visait à honorer 20 parents et 20 enfants dans le cadre d'un programme qui s'appelle Un enfant, un arbre. C'est quoi ce programme concrètement? C'est la question principale qu'on avait posée à Madame Christine Black, qui est la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Voilà ce qu'elle a répondu. Voilà. Madame Black. En fait, le programme Un enfant, un arbre permet à chaque nouveau parent de Montréal-Nord, donc d'enfants qui sont nés ou adoptés au cours des 3 dernières années, de pouvoir planter un arbre pour son enfant, soit sur le domaine public ou sur le domaine privé. Donc, ça peut être autant dans la cour à la maison que justement nous dans un parc, comme on a fait la semaine dernière, la semaine dernière, dans notre grande cérémonie en l'honneur des 20 enfants qu'on a eu cette année. On sait que ce programme a été lancé depuis quand même 2013. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de combien d'arbres, comment ça se passe depuis ce temps-là? Donc ça, c'est le son qu'on va voir. On a un petit problème. La réponse, on l'aura tantôt. La question a été déjà posée. Oui, justement, c'est comme tu l'as dit, on a ce programme est instauré, est institué depuis 2013. On est où maintenant? Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis 2013 par rapport à tout ça? Madame Black apporte des précisions
à nos auditeurs. Je vais peut-être justement appeler les parents de Montréal-Nord parce qu'on doit habiter Montréal-Nord pour pouvoir profiter de ce programme. C'est vraiment exclusif à nos citoyens d'ici. Donc, pour les inscriptions, les gens peuvent s'inscrire en ligne sur la page de l'arrondissement. Il y a un formulaire qui est là en ligne. Également, les dépliants sont disponibles autant dans la bibliothèque qu'ici à la mairie de Montréal-Nord, ou bien tout simplement contacter le 311 qui se trouve être la porte d'entrée au niveau de l'arrondissement ici. Alors, pour avoir les informations, les personnes vont pouvoir pouvoir donner les informations pour que les gens s'inscrivent. Et les inscriptions sont vraiment compilées toute l'année. Alors, dans ce contexte-là, nous, ça nous permet vraiment de faire les inscriptions en continu. Et je finirai peut-être avec un bel exemple, c'est-à-dire cette année, on a eu entre autres un troisième enfant d'une même famille qui a eu son arbre. Donc, ils nous ont averti, les parents, qu'il y avait un quatrième enfant qui venait de naître, qui avait 3 semaines, et qui, justement, dans ce contexte-là, il allait avoir un quatrième arbre. Donc, ça devient aussi des traditions dans les familles. Alors, on appelle vraiment tous les citoyens à s'impliquer dans ce beau programme. Tu l'aurais compris, on s'est trompé de Bobino, justement. Oui, mais c'était important, cet aspect-là aussi. Là, Madame Black a un peu expliqué c'est quoi le processus, la procédure, si vous voulez que votre enfant puisse participer à ce programme l'année prochaine. Mais comme on le disait, on va revenir sur le bilan de ce programme depuis 2013 avec les questions qu'on a posées à la mairesse. Oui, en fait, le bilan est très positif. Donc, en ce moment, on plante tout près de 20 arbres par année à Montréal-Nord pour les enfants. Donc, depuis 2013, en 6 ans, on parle de tout près de 120 arbres qui ont été plantés à Montréal-Nord, justement, qui sont attitrés à un enfant. Donc, pour nous, c'est une belle réussite, mais on souhaite pouvoir mousser le programme davantage pour le faire connaître parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'enfants à Montréal-Nord. Donc, il y a des possibilités, si je peux dire ça comme ça, de pouvoir en planter encore plus. Et justement, pour assouplir et permettre aux parents d'avoir un peu plus accès au programme, on a élargi finalement la braquette d'âge. Donc, avant, c'était juste la première année de l'enfant, finalement, alors qu'aujourd'hui, on a élargi jusqu'à 3 ans, ce qui fait en sorte que, on le sait, les parents, des fois, la première année, ont beaucoup de soucis avec les enfants qui viennent d'arriver et dans le changement de vie que ça donne. Alors, en mettant ça jusqu'à 3 ans, ça permet d'avoir une meilleure souplesse et permettre aux parents, finalement, de s'inscrire, même si les enfants sont un peu plus âgés. Donc, il n'y a pas de risque de déforestation, hein, finalement. On espère bien. En tout cas, ce programme a 2 volets. C'est un volet éducatif où on fait l'éducation aux enfants, aimer la nature, exactement, prendre soin de la nature. Et l'autre aspect, c'est justement en même temps contribuer à planter des arbres pour embellir l'arrondissement. Justement. Oui. Effectivement. Et François, tu as déjà planté un arbre de toute ta vie, de toute ta longue vie. Comment il va? Ça va bien pour vous. Et j'espère que vous allez bien. Oui. Et j'espère que tous les auditeurs, toutes les auditrices vont bien également. Bon, voilà. On va y aller en plein dans le mille, là, François, parce que on est jeudi. Tout de suite après toi, il y a Laïsa, Merlini qui s'en vient pour cette chronique. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah ben voilà, on y va. Quelle nouvelle est-ce que tu as pour nous? Bon, alors il y a beaucoup de nouvelles, mais je vais essayer d'aller. Par exemple, il y a un article qui est paru aussi, parce que ici on parle de l'immigration en France. On parle des mythes sur l'immigration en France parce que c'est un auteur québécois qui compare la situation en France avec le Canada. Il parle de 5 mythes sur l'immigration en France. Et on voit des fois, il y a des choses qui se ressemblent. Alors, par exemple, il y a une tendance en France à dire que en France, les immigrants envahissent, par exemple, le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes, mais il dit, mais au fond, c'est faux. Par exemple, même pour la question de demandeurs d'asile, des gens qui arrivent. Et la France a à peu près 1% à comparer de la population de la France. Il y a à peu près 1% de personnes qui arrivent ici, qui arrivent en France, qui sont des demandeurs d'asile. Tandis qu'au Canada, c'est différent. Ensuite, on dit que la France n'aime pas les Arabes, les musulmans. On dit non, au fond, c'est pas vrai, parce que il y a beaucoup de musulmans qui séjournent en France et ils sont très bien. Alors, ils parlent beaucoup de mythes
qui circulent au niveau de l'immigration en France et notamment en Haïti et au Canada, mais ce qu'il veut montrer, c'est que souvent, les mythes ont la vie dure. Et lorsque les gens ont cette conception-là, c'est comme si c'est la vérité, mais au fond, ce n'est pas la vérité. Okay? C'est ça que l'auteur et Piché voulait voir. Ensuite, il y a un autre article qui parle des métiers les plus demandés au Canada. Oui. Ça veut dire que souvent les gens qui nous écoutent ou qui ont des parents à l'étranger, ils veulent savoir comment on peut venir, quel métier. Parce que ce qui arrive, c'est que les personnes veulent venir, mais elles pensent que c'est le Canada qui doit s'adapter à elles et non pas elles qui doivent s'adapter au Canada. Alors, on a par exemple des métiers, on parle de directeur d'assurance et d'intermédiation financière, là, ils vont être contents. Et directeur d'achat, personnes qui travaillent dans les laboratoires médicaux, les coiffeurs, les avocats, les journalistes, la génétique, vous êtes contents. Les cordonniers. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces métiers-là? Ce sont les métiers les plus demandés au Canada. Si quelqu'un veut venir au Canada. Journaliste. Vraiment. Mais oui, c'est ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça, François? Le gouvernement du Canada a récemment publié une liste qui comprend 45 nouveaux métiers. Ces métiers sont prioritaires. Ils sont fortement demandés vu le manque de main-d'œuvre dans le Canada dans ce domaine. Quelle mauvaise vérité, ça. Alors, je ne sais pas pour les journalistes, mais je sais que, par exemple, les coiffeurs, les directeurs d'assurance, les directeurs d'achat, les cordonniers, les couturiers, les dentistes, les traducteurs, les cuisiniers. François, je ne sais pas pour les autres, mais journalistes, là, c'est extrêmement discutable ce que le gouvernement a dit. Parce que les médias sont... Et avec les réseaux sociaux et puis la situation économique des médias, il y a eu énormément de mises à pied. Les journalistes déjà québécois ont énormément de difficultés à se replacer, à se retrouver dans cet amalgame de problèmes. Et que le gouvernement dise à l'international qu'on cherche des journalistes pour ici, là. Et puis c'est pas aussi facile non plus ce que ça exige comme connaissance à la fois générale du pays, les détails et tout ça. Bon, je vais te dire quelque chose, François. Je vais dire quelque chose aux auditeurs, ce que tu ne connaissais pas. Même ton accent, comme journaliste, on va l'interroger. Même quand tu parles un bon français, on va surtout interroger ton accent. Que tu as un accent hispanophone, africain ou, je sais pas. Il y a un petit peu l'accent français qu'on arrive à tolérer ici. Mais ton accent haïtien, là, comme journaliste, bonne chance. Boucardiouf en a coupé, là. Boucardiouf a vécu ça à Radio-Canada. Il a dit que c'est... Mais même quand tu parles un français châtié, oublie ça. On va aller te chercher jusque dans ton accent. En tout cas. Oui. Alors ça veut dire que c'est ça, on parle de ça, mais c'est la liste que le gouvernement non. Et même si on comprend, et c'est ce que vous dites là, c'est vrai, mais cependant, si quelqu'un est à l'étranger et veut venir au Canada, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour lui de pouvoir, par exemple, s'il est dans ce domaine-là, par exemple, un journaliste va être facilement accepté qu'un agronome, par exemple. Dans le processus d'immigration ou dans la pratique de... C'est ça? Oui, le processus d'immigration, c'est le gouvernement qui... Quand ils vont arriver ici, ils vont voir vraiment ce qui va se passer. C'est ça. C'est toujours comme ça, et des fois, les gens, l'ambassade de le Canada... c'est ça. C'est ça. Ils disent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Qu'ils viennent voir. Oui, pour terminer, il y a quelqu'un qui est très furieux contre l'ambassade du Canada en Thaïlande. Le Québécois. Et lui, il dénonce la piètre qualité du service qu'il a obtenu à l'ambassade du Canada en Thaïlande. Alors, il est fâché parce que lui, c'est un employé à la retraite de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Alors, il s'est dit outré par la façon dont lui et sa copine ont été accueillis à l'ambassade. Alors, à Bangkok. Premièrement, il n'y a
personne à l'ambassade du Canada en Thaïlande qui parle le français. Quoi? C'est incroyable, ça. Lui qui dit, il n'y a personne à l'ambassade du Canada en Thaïlande qui parle le français. OK. Deuxième chose, alors c'est vraiment frustrant. Et c'est pourquoi de plus en plus, on dit que le Canada n'est pas un pays bilingue. Parce que c'est un pays unilingue anglophone. Parce que on ne comprend pas que de la plupart des services, on n'a pas vraiment le français. Vous allez par exemple dans certains ministères, des personnes qui sont bien placées, ne parlent qu'une langue. Regardez, le ministre de l'immigration du Canada ne parle pas français. Oui, effectivement. Le Somalien, là. Oui, il ne parle pas français. Ouais. C'est parce que la ministre, je pense que c'est du revenu, madame, je ne me rappelle pas son nom, elle ne parle pas anglais, mais on est en train de lui forcer la note pour lui dire qu'elle doit parler anglais. Ouais, mettre la pression, là. Mais du côté du ministre de l'immigration, ça, c'est pas un problème. Qu'il ne parle pas français. C'est pas un problème. Wow. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le monsieur était fâché parce que lui, il est allé là-bas parce qu'il a sa copine qui veut venir ici visiter. Alors, il a dit qu'il a donné toutes les garanties. Là, de ce côté-là, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Il a donné toutes les garanties pour qu'on puisse accorder un visa de visiteur à sa copine. Alors, on a refusé parce qu'on a dit, madame et monsieur, on n'est pas sûr que votre copine va revenir si on lui donne le visa. Ah, il était fâché. Il a dit non, parce que moi, comme Canadien, je demande un visa pour ma copine, je suis un retraité, je donne la garantie que la personne va retourner. On a refusé. Alors là, maintenant, il n'est pas content. Il n'est pas content, ça veut dire que c'est... Et il dit, il y a 2 ans, il avait fait une demande pour quelqu'un d'autre, on avait donné le visa, mais pourquoi aujourd'hui? Bon, en ce sens-là, il n'a pas compris que le visa c'est une courtoisie. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Bon, il aimerait tellement venir avec sa copine, mais là encore, c'est quelqu'un qui est retraité et qui, sa copine, vous avez quel âge à sa copine? Quel âge? Sa copine est dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Lui, il a 70. Génial. Merci beaucoup, François. Mais c'est sérieux quand même, là. Oui, tout à fait. Arrêtons de rire. À demain. À demain, François. Merci. Alors, c'est la chronique de Myrta Laïsa Merlini. Nouvelle chronique, dis-je bien, dans Nos Nouvelles, le magazine. C'est tous les jeudis et vendredis. C'est une chronique sur les assurances assurée par Maître Laïsa Merlini. Alors, nous avons une nouvelle chronique à cette émission, Nos Nouvelles, apportée par Intexto sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et c'est une chronique qui sera assurée par Laïsa Merlini. Bonjour Laïsa. Bonjour Jean-Numa, bonjour chers auditeurs de la Radio Centre-Ville. Et merci Jean-Numa de m'avoir invité dans cette nouvelle chronique qui portera sur les assurances et les services financiers. Puis par votre équipe d'Intexto, je suis très ravie d'intervenir dans cette nouvelle émission qui est une émission supplémentaire aux émissions sur lesquelles je passe déjà sur un média haïtien. Voilà. Et la première chronique, on va parler de quoi? Alors, je vais parler aujourd'hui de l'assurance hypothécaire et des différences entre la contracter avec son institution financière et la contracter de manière privée, de manière à ce qu'elle nous appartienne. Okay. Mais je vais d'abord, si vous voulez, me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Naturellement, oui. Oui, tout à fait. Donc, je suis Laïsa Merlini, donc je suis Myrta Laïsa Merlini. Je suis conseiller en sécurité financière. Je suis également titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. J'ai été membre du barreau du Québec jusqu'en 2015, mais j'interviens dans le cadre de ces émissions, dans le cadre des services financiers et des assurances. Ouais. Et je suis courtier en matière d'assurance et de placement. Ça veut dire que je représente, très important, plusieurs compagnies. Voilà. Donc pas qu'une seule, mais quasiment la plupart des compagnies sur le marché ici canadien. Donc c'est important de le préciser. Ah oui? Parce que, oui, très important, parce que j'ai fait ce pas dans ma carrière, cette évolution, justement pour pouvoir offrir à tous les auditeurs, à tous mes clients,
une multitude de choix en termes de produits. On peut savoir, on peut connaître quelques-unes de ces compagnies-là? Oui, les plus grandes que vous connaissez, donc Industrielle Alliance, La Capitale, Foresters, BMO Assurance, CPP, Plan de Protection. Vous travaillez avec tout le monde, Excellence, oui, quasiment toutes les compagnies sur le marché. Donc c'est important de le préciser, c'est important pour les auditeurs de comprendre que de la même façon qu'ils magasinent, entre guillemets, là, pour leur prêt hypothécaire, donc ils magasinent le meilleur taux pour leur prêt hypothécaire, c'est important de la même manière de magasiner aussi le meilleur taux, les meilleures couvertures pour son assurance sur le prêt hypothécaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mon numéro de téléphone, c'est toujours le 514-503-5815. 514-503-5815, mais il apparaît, de manière à l'écran que vous verrez sur Facebook. Et donc, déjà, pour définir ce qu'est l'assurance hypothécaire, ce que ça couvre. L'assurance hypothécaire, c'est très simple. Vous avez acheté une maison. Un exemple aujourd'hui, à l'époque, je prenais des exemples de maisons de 200 000. Aujourd'hui, je serais plus sur des maisons de 300 000, tellement les prix de l'immobilier ont évolué. Mais un exemple, vous avez acheté une maison de 300 000, vous et votre mari, vous et votre conjointe. Donc, vous avez un prêt, vous avez mis 5% d'apport sur cette maison. Donc, vous avez un prêt, mettons, de 285 000 sur cette maison. Vous avez une hypothèque de 285 000 sur cette maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en cas de décès, vous souhaitez que, si monsieur décède ou madame décède, vous souhaitez que le conjoint survivant ait les fonds pour payer la maison, que le solde soit à zéro, que la maison soit finie de payer. En gros, c'est ça. Donc, l'assurance hypothécaire, en tant que telle, c'est celle qui va vous permettre, en cas de décès, que le solde de la maison soit couvert. Donc, ça veut dire que vous remettez à votre succession, en gros, une maison libre de dettes, que le conjoint n'ait pas encore à payer l'hypothèque tout seul. En gros, c'est ça, l'assurance hypothécaire. À ne pas confondre avec l'assurance de la SCHL. Ça, c'est différent. Ah oui? C'est quoi la différence? Absolument. La SCHL, c'est une assurance qui vous couvre quand vous n'avez pas mis 20% de votre mise de fonds. Donc, vous avez mis moins de 20%. Donc, la SCHL va couvrir en fait le prêt en cas d'insolvabilité du débiteur. Donc ça, c'est deux choses différentes. Ça, c'est une assurance qui est obligatoire ici au Québec. Donc quand on n'a pas mis 20% de mise de fonds, donc c'est la SCHL. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est obligatoire. C'est une assurance qui est obligatoire et qui va vous couvrir en cas de défaut de payer. Ça, c'est différent. Ok, c'est la banque qui se couvre sur ça en gros. Ça, c'est la SCHL. Et puis, ne pas confondre aussi avec l'assurance habitation. L'assurance habitation, c'est une assurance qui vous couvre, qui couvrira vos biens, votre habitation, les dommages sur votre bien, sur votre habitation. Par exemple, s'il y a un sinistre, un feu, de l'eau, des dégâts d'eau, des choses comme ça. Vandalisme, dégâts d'eau. Donc ça, c'est l'assurance habitation. C'est celle qui est obligatoire quand on passe devant chez le notaire. Ok. Donc ça, c'est de l'assurance de dommages, c'est de l'assurance de biens. Ça couvre vos biens. L'assurance hypothécaire, elle, couvre votre personne. Si vous êtes invalide, si vous décédez, elle vous couvrira pour soit payer chaque mois votre hypothèque à votre place si vous êtes malade, vous avez un accident, ou pour vous couvrir, vous, en cas de décès, vos bénéficiaires, votre conjoint survivant, pour que la maison soit finie de payer. Et c'est très important de la magasiner, tout autant que vous magasinez votre prêt hypothécaire. C'est important aussi de la prendre et de manière à ce qu'elle vous appartienne. Quand vous la prenez avec une institution financière, notez bien que cette assurance appartient, le preneur, le propriétaire de cette assurance, c'est la banque. Donc ça veut dire quoi? Que c'est elle qui est bénéficiaire en cas de décès. C'est la banque qui va se payer déjà, préalablement. Quand vous la prenez avec une compagnie d'assurance, c'est vous, le propriétaire de la police. Donc ça veut dire que vous pouvez nommer vos bénéficiaires. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que quand vous la prenez avec votre institution financière, mettons que vous êtes avec votre institution financière pour un prêt avec banque X pendant 5 ans. Au renouvellement, vous décidez de changer parce que la banque Y propose un meilleur taux. Dans ce cas-là, si vous avez pris votre assurance hypothécaire avec votre institution financière, elle ne va pas vous suivre au renouvellement. La banque Y va vous offrir un meilleur taux, vous arriverez à épargner peut-être $200 par mois, mais il y a aussi la protection d'assurance qu'il faudra remagasiner. L'état de santé ne sera pas nécessairement meilleur. Bien au contraire, avec le temps, généralement, notre état de santé, il ne s'améliore pas. Votre âge aussi aura évolué. Donc, pour toutes ces raisons, c'est important de la prendre directement. C'est plus, vous le verrez sur Internet, vous le verrez partout aujourd'hui. Nous sommes habitués aux réseaux sociaux, à tout. Donc, pour toutes ces raisons, c'est important vraiment de la magasiner avec une compagnie d'assurance parce qu'avec une compagnie d'assurance, l'assurance vous appartient. Vous pouvez y mettre fin quand vous voulez.
Okay. Ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, c'est qu'elle va vous couvrir, si vous le souhaitez, sur toute la durée de votre prêt hypothécaire. Donc, si votre prêt hypothécaire dure pendant 25 ans, cette assurance-là, vous la prenez maintenant et elle va vous couvrir pour la même prime pendant les 25 prochaines années. Voilà. Et on arrive quasiment à la fin de cette chronique. Alors, comment on retrouve Maître Laïsa? Tout à fait. Donc, mon numéro de téléphone, c'est toujours le 514-503-5815. Je répète, 514-503-5815. Il y a d'autres avantages. J'en parlerai dans d'autres émissions. Voilà. Merci beaucoup, Laïsa. On est le jeudi, puis une nouvelle chronique aura lieu demain, vendredi. Merci beaucoup, Jean-Dumas. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Pour marcher, chez Webora, je viens produire, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino, produit cosmétique greffe, permanente, cheveux poutresse. Non, marché Webora fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, 10 minutes pour amis. Chez Webora, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. L'aime besoin pour force, manger Webora, mon vrai bouillon. Marché Robot, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. À 7 heures,
dois donner l'heure. 34 minutes. 34 minutes. Je l'ai au moins cette fois ce matin. J'ai un petit problème avec ça. Nous sommes sur le 102.3 FM, rappelez-vous, Radio Centre-Ville. Et c'est l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, intexto.ca. Allez visiter notre site pour vraiment d'autres informations, notamment sur Debout pour la dignité. Il y a un nouveau sujet, là. Ils ont lancé leur mouvement officiellement le week-end dernier, le 3 juin dernier. Et si vous voulez savoir ça fait quoi, ça mange quoi en hiver, allez sur notre site ou sur notre page Facebook Intexto. Vous allez pouvoir vous informer de ça et de bien d'autres nouvelles aussi. Nous sommes sur Facebook en direct et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour vos commentaires audio ou texte. Et on sera sur YouTube également. Ouais. On parle d'Haïti maintenant. Oui, justement avec le dossier de l'OEA, on en a parlé dans les commentaires. Ça n'en finit plus. Oui, c'est beaucoup de réactions partout en Haïti, particulièrement au Parlement. Mais on va voir la réaction de Richard Doré. Jean-Humain, comment il conçoit le vote d'Haïti? Alors, Richard Doré, c'est un conseiller spécial, très spécial en politique, de Jovenel Moïse, justement, qui est le seul, pratiquement au niveau du gouvernement, sur le plan politique, de la présidence en tout cas, à parler de cette question, à analyser le vote d'Haïti, à expliquer pourquoi Haïti a choisi de voter comme ça. Vous allez entendre ça. À la fin, Marie-Lucie Bonhomme lui a demandé, mais est-ce que c'est lié aux menaces de déportation des 58 000 Haïtiens en raison de l'expiration du TPS aux États-Unis? Il a dit, je suis pas au courant de ça. Écoutons-le. Après, on est sur des pétrocaribés. Au-delà de la diplomate économique, il y a l'aspect politique de la question et l'aspect historique et surtout, il n'y a pas qu'à faire une rupture automatique avec ça. C'est pas parce que c'est des pétrocaribés ou pas, c'est peut-être que Haïti toujours l'a positionné un peu partout. Il gagnait cette philosophie de l'homme, cette réflexion, cette capacité pour comprendre les enjeux. C'est vrai que nous comprenons que gagner du point de vue de certains pays qui ont malaise pour eux-mêmes suite au fonctionnement de l'État vénézuélien, mais nous-mêmes tous, nous cherchons à comprendre. Il faut comprendre les deux. Pour qui ça nous fait abstention et ne pas voter contre carrément? Attention, c'est dit Haïti reconnaît mon malaise. Il y a des gens qui ont des positions qui sont plus extrêmes, mais Haïti pas aller de ça, Haïti pas voter contre, Haïti pas voter pour, Haïti voter abstention. Nous en mode post-pilate. Non. Son malaise, vous dites qu'il faut qu'on nécessité de dialogue. Haïti résister à la pression des Américains. Est-ce que nous dit, n'attend nous représailles là? Après, c'est comme ça, on peut aborder les questions internationales. Chaque position Haïti, pour ne pas se faire de penser bon monde qui a une baguette, donc c'est la fin de l'histoire. On ne vient pas ici pour chanter de la fin de l'histoire, au contraire. On vient ici pour reconnaître la dimension historique de chaque pays qui a une logique par eux. Il y a des rumeurs, moi je dis juste des rumeurs. Ils ont dit qu'il y a des promesses que les autorités américaines étaient fait à Haïti pour être capables de voter contre le Venezuela, par exemple, pour retourner sous question anti-PSA. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit ça. Voilà, je vous l'avais dit. Il n'est pas au courant. Il va falloir qu'il s'informe un petit peu. Il n'est au courant de rien. Alfredo Antoine, lui, c'est un proche du gouvernement aussi. Oui, c'est un député de Kinskov, je crois, et proche du PHTK, proche du pouvoir, en fait, qui traite, Port-au-Prince, en tout cas la présidence de lâche, enfin, il qualifie, disons mieux, le vote d'Haïti, le vote abstentionniste là d'Haïti, de lâche. De vote de lâche. Oui, c'est ça, parce que c'est pas parce que les États-Unis mettent la pression sur Port-au-Prince et menacent Port-au-Prince de déporter 58 000 Haïtiens qu'on va lâcher une nation sœur comme le Venezuela. Historiquement, oui, comme le Venezuela. Et il a souligné une chose surtout. La coopération entre Haïti et le Venezuela, c'est la seule coopération, même pas la coopération avec les États-Unis, selon lui, c'est la seule coopération qui soit palpable et véritablement palpable, qu'on peut voir, qu'on peut toucher à travers le programme Petro-Caribé. Vote Haïti a son vote de lâche. Question abstention, moi-même député au niveau de la Chambre des députés. Depuis l'heure où je rentre, je me fais vote abstention. C'est soit pour ou bien contre. Dans votre budget, je me voté pour et me assumé. Parce que je connais que c'est le développement que le budget a été visé pour faire résoudre ces deux problèmes. Dans le cadre de coopération que Haïti gagne
meilleure coopération qui est viable, qui est palpable, c'est la coopération haïtiano-vénézuélienne. L'étape difficile, moi, votre serviteur, comme c'est président de la République, c'est lui-même qui est reine de la diplomatie, lui a choisi de faire un vote d'abstention. Moi-même, en place, je vais voter contre résolution ça, parce que il y a un pays qui a aidé Haïti, un pays frère que nous sommes capables de dire, qui a une coopération palpable, qui est visible, c'est le Venezuela. Alors Haïti, et pour Bryce Cyprien, Jean-Huma, c'est pas du tout lâche, c'est plutôt stratégique. C'est plutôt une façon de prendre un raccourci, d'être stratégique, de se montrer un petit peu, pas pour, pas contre, mais c'est stratégique par rapport à certaines réalités géopolitiques et tout ça. On va l'écouter. Hugo Chavez te permettre que dette morale ça a commencé tout en réalité parce qu'elle te permet de nous participer dans le programme Petro-Caribéa. Donc, je pense que aujourd'hui, nous pas qu'à lever en tant que peuple, en tant que nation qui a une certaine dignité que nous défendons pour nous lâcher Venezuela et au bout de course. De l'autre côté, nous obligés de ménager la chèvre et le chou parce que nous connaissons que nous gagnons un pile haïtien qui est aux États-Unis, parmi lesquels il y a un pile là qui est illégal. Nous connaissons que nous avons mal épandu sous tête nous dans le TPS là d'environ 58 000 haïtiens. Qui l'autre bois que beaucoup renouveler TPS pour eux, qui probablement à n'importe quel moment est capable de retourner en Haïti dans la question de TPS là. Donc, moi, je pense que de manière très stratégique, le gouvernement haïtien est obligé pour une position médiane, il n'a pas voté pour, il n'a pas voté contre, il était obligé de faire abstention dans le vote qui passait dans le cadre hier soir. Voilà. Et pour le député de l'OPL, Franck Lauture, c'est plutôt super intelligent. Hein. L'attitude d'Haïti est intelligente, selon ce député de l'OPL, qui dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça, c'est la politique, c'est la diplomatie, écoutons-le. Bon, moi, je pense que c'est un vote intelligent que Haïti est. C'est un vote intelligent parce que, j'aime te dire tout à l'heure, il fallait conserver au minimum de sympathie. Haïti n'a pas attiré l'hostilité absolue des États-Unis ni du Venezuela. Les États-Unis sont campagne de charme que le fait auprès de certains États de l'Amérique pour qu'ils soient capables d'obtenir la majorité nécessaire pour exclure le Venezuela. Mais dans le temps où tu as plutôt observé une intervention militaire et au Venezuela. Donc, nous pas écarté, mais je dis à une dynamique de soft power qui fait de nouvelles exigences. Donc, c'est plus la puissance et de la persuasion que l'utilisation de la force armée. On a fait le tour un petit peu des réactions et des émotions. Justement, faut-il noter, Jean-Étienne, que justement le Venezuela exprimait son souhait de sortir de l'OEA de toute façon. Alors, cette réaction-là américaine, c'est de la pure émotion politique. Puisque de toute façon, le Venezuela voulait sortir de là. Les États-Unis ne sont pas contents avec comment ça s'est passé les dernières élections, la réélection de Nicolas Maduro, et essayent de brasser de l'air politique dans l'affaire, essayent de mousser une espèce de résolution. Moi, je qualifie ça d'émotion diplomatique, d'émotion politique. De toute façon, le Venezuela n'insiste pas pour rester dans l'OEA. C'est sûr. Voilà. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence.
Cosmética Multi I42 90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique Multi-Ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Bon, 7h46, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, à l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, intexto.ca. Allez visiter notre site, likez notre page Facebook Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook, là, maintenant. Partagez cette émission afin que tout le monde soit informé de ce qu'on apporte comme information sur le plan local, sur les enjeux des communautés ethno-culturelles ici, au Québec, à Montréal en particulier, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, là où on est basé. On émet depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord. Et on parle beaucoup aussi de Saint-Michel, enfin des communautés culturelles. La visite de Jovenel Moïse ici au Canada. Finalement, on ne le savait pas, Jean Etium. Justin Trudeau et Jovenel Moïse, ils étaient copains-copains. On ne le savait pas. C'est la façon de dire qui me plaît beaucoup. Apparemment, ils auraient de bons rapports de toute la façon. Oui, parce que le Canada, comme pays hôte du sommet, fait en sorte que le premier ministre canadien a la prérogative d'inviter qui il veut, ses amis du monde, en marge de ce sommet. Parce que bon, on va pas... On n'a rien à apprendre à personne là de ce côté-là. Haïti ne fait pas partie du G7 là. Oui, c'est clair. OK? On s'entend. On est loin de ça. On est extrêmement loin de ça. Mais Justin Trudeau a jugé bon d'inviter le président haïtien en marge du sommet. Donc c'est une occasion rêvée, vraiment rêvée pour le chef de l'État haïtien de rencontrer les grands de ce monde et de discuter de problèmes d'Haïti, d'apporter son... Peut-être des solutions. Ou des solutions. Il y en a qui diraient d'apporter son bol bleu. Non, je ne pense pas que c'est ça qu'il vient faire. Mais c'est quand même très gentil de la part de Justin Trudeau de l'inviter. Effectivement, j'en ai marre sur le plan de la diplomatie. C'est une invitation importante pour Haïti d'une façon générale. Et on va espérer vraiment que le président de la République, Jovenel Moïse, puisse profiter de cette invitation pour établir, on l'espère, hein? Des contacts, essayer de voir comment on peut accentuer certaines collaborations diplomatiques d'une façon générale. C'est du réseautage en barre, là, du réseautage politique mondial. Oui, mais un point important qu'on aimerait souligner, si toi tu étais le président de la République dans ce contexte-là, quels seraient peut-être les points que tu essaierais d'aborder avec les partenaires par rapport à la situation générale d'Haïti? On sait qu'il y a de l'immigration, et il y a tout ça là-dedans. Selon toi, où est-ce que Jovenel Moïse devait marquer des points par rapport à cette invitation, s'il aurait la possibilité de rencontrer vraiment, comme tu as dit, des grands de ce monde?
tu sais quoi, généralement quand on pose une question à un politicien et qu'il n'a pas la réponse à cette question-là, il dit souvent c'est une bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Sauf que je n'ai pas en face de moi un politicien. Non, pas du tout. Je suis tellement habitué avec les politiciens que j'en ai appris, quoi. Et mais je pense c'est une façon de dire, par rapport. Oui, c'est une façon de dire que c'est compliqué. On a tellement de problèmes en Haïti à aborder. Des fois, on se demande, mais on doit commencer par quoi? Hein? On doit commencer par quoi? Par l'insalubrité, la sécurité, le social. C'est quoi la priorité? Monsieur Moïse parle beaucoup d'énergie ces derniers temps. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas. Mais vraiment, on a énormément de problèmes à régler. Mais d'abord et avant tout, il y a deux choses qui marchent ensemble. La stabilité politique, c'est un bien grand mot, mais ça résume la paix des rues, le calme, la sécurité, la perception de sécurité pour encourager le tourisme, des investisseurs à venir investir en Haïti, à amener de l'argent et tout ça, et travailler sur l'environnement. La stabilité, c'est à la fois sur le plan politique, la paix des rues, et patati patata, et la sécurité aussi. Comme ça va attirer des gens. Ça va changer la perception du monde par rapport à Haïti. Oui, la question de l'électricité, c'est extrêmement important aussi, parce que si vous invitez des gens à venir investir, à venir ça prend un minimum. Ça prend un minimum. Si la personne vient pour passer une semaine ou deux là en Haïti, c'est pas avec des lampes tête grid-up que tu vas éclairer la personne. Mais je pense de toutes les façons, un sujet comme l'immigration, que ce soit du côté du Premier ministre Trudeau ou de Jovenel Moïse, le président haïtien, un mot devait se glisser avec cette vague d'immigrants potentiel ou d'immigrants tout court qui arrivent des États-Unis avec les histoires de... Je crois que la question d'immigration, c'est moins important entre Haïti et le Canada, dans la mesure où, que ce soit au niveau de la population canadienne ou au niveau du gouvernement, les Haïtiens sont très bien perçus. Il n'y a pas plus de risque que ça d'assister à une déportation massive d'Haïtiens d'ici. Et d'autant plus que le gouvernement canadien traite les dossiers d'immigration au cas par cas. Pas de manière globale, contrairement aux États-Unis. Pour la question de TPS, on sait qu'il y a 58 000 Haïtiens qui sont exposés à une déportation. Non, c'est pas le cas ici. Et ici, on traite... C'est pas qu'il n'y a pas de déportation et qu'il n'y en aura pas, mais c'est du cas par cas. Vous voyez, depuis l'arrivée massive des Haïtiens des États-Unis, on avait confirmé, tu te souviens, Jean Etium, avec l'agence des services frontaliers, combien, c'est une quinzaine d'Haïtiens qui ont été déportés depuis lors. Donc, c'est tout un processus qui prend du temps. La plupart des gens, François Jean-Denis, spécialiste en immigration, nous soulignait par exemple que la plupart des rendez-vous pour des audiences ont été reportés parce qu'on a changé la donne au niveau de la gestion et du traitement de ces cas-là. C'est le principe de dernier arrivé, premier servi maintenant. Je me rappelle bien de cette histoire-là, que j'avais même pas bien compris. Non, on n'avait pas trop compris, mais c'est un peu ça. Mais donc, il n'y a pas de problème au niveau d'immigration à discuter avec vraiment Justin Trudeau. Un autre aspect vraiment important, est-ce que ce serait pas une bonne occasion pour le président de la République, M. Jovenel Moïse, de renforcer ses liens avec, entre guillemets, la diaspora ici, au Canada, dans le sens où on parle... Je crois que c'est la première visite de Jovenel Moïse comme président ici, je me souviens pas, honnêtement, mais... Ça devait être peut-être une bonne occasion à côté des réunions diplomatiques, de rencontrer la communauté haïtienne ici, et voir comment est-ce que les Haïtiens, avec ce qu'ils ont, peuvent aussi contribuer, que ce soit au niveau du tourisme ou d'autres aspects qui demandent l'intervention des Haïtiens. C'est ce qu'il va faire demain soir à partir de 20h. Les Haïtiens sont invités pour 7h à la Perle Retrouvée, mais le président arrive à 8h. Il va passer 2 heures au grand max à la Perle Retrouvée jusqu'à 10h du soir. Mais on ignore les détails du programme. On comprend qu'avec les histoires de protocole et de diplomatie, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper, mais... Ça m'intéresserait d'avoir une idée globale de qu'est-ce qui va être le contenu de son programme avec la communauté haïtienne qui
qui seront les invités normalement? J'imagine c'est pas tout le monde est invité. Tout le monde. Ah ben oui. Et comment ça va s'organiser? Est-ce que c'est des discours, des séances de questions? Non, il y aura un échange. Mais ça prendra quelle forme? On l'ignore peut-être. On le sait pas. Il y a pas trop de détails, mais selon l'ambassadeur, il y aura un échange entre la communauté haïtienne et Jovenel Moïse. C'est pas la première fois qu'il se prête à un exercice comme ça, le président haïtien. Il n'a pas ce problème-là. Non, il n'a pas ce problème-là. Régulièrement, à Miami, il le fait. Il rencontre la communauté haïtienne et puis, il prononce un discours. Ensuite, il discute un peu. Bref. Mais si tu permets, revenons à la question principale. Qui Jovenel Moïse devrait véritablement rencontrer et discuter, et de quoi, parmi les grands, les 7 grands de ce monde qui se réunissent à la Malbaie. Avec les Américains, c'est sûr. Il faudrait avoir des discussions. Avec la Chine, ça serait intéressant qu'ils discutent aussi, pas seulement Taïwan. Parce que sa position est claire, il fait le choix de Taïwan, mais la Chine, comme puissance économique aujourd'hui, rendez-moi fou ou sage, il a la prérogative de la politique internationale d'Haïti, mais faudra quand même garder un certain contact avec la Chine, probablement essayer d'expliquer à la Chine. C'est très difficile de savoir quelle forme ce contact va prendre quand tu fais déjà ton choix, mais ça n'empêche pas sur le plan de la diplomatie, diplomatiquement, qu'on puisse établir des liens un peu partout et voir ce que ça peut nous rapporter. Oui, politiquement, il fait le choix de Taïwan, mais économiquement, il faudrait montrer à la Chine populaire les avantages à investir en Haïti aussi. Alors, il y a 2 choses que j'aimerais souligner. Il n'y a pas de problème. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. La première chose, j'espère vraiment que le président de la République, la diplomatie haïtienne va profiter de cette invitation pour retourner en Haïti avec en tout cas, je sais pas si des accords bilatéraux. Oui, en tout cas, initier de très bons contacts diplomatiques qui vont aider peut-être au développement d'Haïti. Et j'espère aussi que les discours, les échanges que le président va avoir avec les Haïtiens ici ne sera pas juste des échanges, mais il y aura des choses concrètes qui... on verra. On essaiera de poser la question demain au président Jovenel Moïse, demain, à la perle retrouvée. On va voir ce que peut-être qu'il nous en dira plus. Mais oui. À demain. C'est l'heure de partir, Jean Numa. Demain, 7h. On vous retrouve, mesdames et messieurs. Ça a été un plaisir. Au revoir.